Bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Nous avons suivi vendredi soir l'adresse à la nation de l'ancien président congolais Joseph Kabila. C'était au lendemain de la levée de l'immunité parlementaire par le Sénat. Levée de l'immunité, évidemment, qui a ouvert la voie à d'éventuelles poursuites judiciaires, puisque Joseph Kabila est poursuivi dans son pays par l'auditorat militaire, notamment pour crimes de trahison. Il était protégé par cette immunité qui a été levée jeudi par le Sénat. Nous en avons déjà parlé. Mais son adresse à la nation, justement, est intervenue comme une sorte de réaction. Mais ce qu'il a dit, vous avez suivi son allocution sur cette chaîne en intégralité. Ce qu'il a dit, justement, interroge. Non seulement interroge les Congolais, mais interroge également, et ça fait réagir l'opinion interne et internationale, puisque c'est un ancien président, évidemment, ce qu'il dit est écouté attentivement. Nous avons vu ce qu'il a dit. D'abord, il a défendu son bilan. Alors que j'avais trouvé un pays au bord de l'implosion, miné par une longue dictature et des guerres, sans institutions républicaines, économiquement en faillite et socialement déchiré. Bref, un pays dont l'incertitude de lendemain menaçait la stabilité de toute la région. Le 24 janvier 2019, j'avais en effet légué un bien meilleur héritage à mon successeur, à savoir un pays réunifié, largement pacifié et dont les limites territoriales correspondaient exactement à celles qu'elles étaient au 30 juin 1960. Une nation reconstituée, réconciliée et fière de sa diversité. Un État doté d'une constitution progressiste et des institutions fonctionnant harmonieusement. Une économie dynamique et résiliente et débarrassée du fardeau de la dette hérité de régimes antérieurs, du fait de multiples réformes structurelles engagées. Une armée nationale républicaine de plus en plus professionnelle et capable de relever le défi de la défense de l'intégrité du territoire national. Une démocratie en constante consolidation, avec notamment l'organisation sur fonds propres d'un troisième cycle électoral. Le cœur serré, je constate qu'à peine 6 ans après, ce bel héritage en indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. À la tête du pays, vous savez qu'il a dirigé le pays pendant 18 ans. Et donc, il tenait à défendre son bilan. Il a taxé son successeur, Félix Tshisekedi, de dictateur. Puisque pour Joseph Kabila, tout ce qui se passe dans ce pays sur le plan sécuritaire, c'est surtout à cause de la gouvernance désastreuse, selon ces termes, de Félix Tshisekedi. Et il a employé des mots qu'on a déjà entendus dans la bouche des autorités rwandaises, en l'occurrence le président Paul Kagame lui-même, en taxant le président Tshisekedi d'incompétent. Et donc, ce qui étonne l'opinion interne congolaise et internationale, c'est cette façon
de Joseph Kabila de répéter mot pour mot ce qu'a dit le président rwandais Paul Kagame. Ce qui fait dire aux uns et aux autres qu'en réalité, Joseph Kabila a gouverné pour le compte de Paul Kagame du Rwanda. Et ce qu'il a dit également vendredi soir, et qui interroge, c'est qu'il est accusé de soutenir la rébellion du M23. Il ne l'a pas nié. Ce qui est étonnant quand même, il ne l'a pas nié, mais par contre, il a accusé le gouvernement d'être responsable de ce qui se passe dans le sud et dans le nord Kivu. En voulant endosser la responsabilité de la rébellion, Joseph Kabila s'est attiré en réalité les foudres de ses compatriotes. La dernière fois, nous disions que Joseph Kabila, en réalité, la levée de son immunité parlementaire a signé l'arrêt de sa mort politique. Mais en réagissant vendredi soir de la manière dont il l'a fait, évidemment, pour Joseph Kabila a enterré sa carrière politique. Pourquoi? Parce qu'il a montré, déjà il a dit qu'il allait se rendre à Goma. Et d'ailleurs, selon certaines sources, il serait à l'heure actuelle à Goma. Il serait arrivé dans la ville de Goma en passant par le Rwanda. Et nous savons que le Rwanda est en conflit, bien sûr, avec le Congo et que la majorité des Congolais sont hostiles aux rebelles et sont hostiles au Rwanda, surtout aux autorités rwandaises. Et donc, Joseph Kabila, qui se montre très proche du Rwanda et des rebelles de l'AFC M23, qui va maintenant, s'il est à Goma, s'afficher aux côtés des responsables de cette rébellion-là, Joseph Kabila, évidemment, va devenir l'un des ennemis publics des Congolais. C'est pour cela que je dis qu'il signe lui-même la fin de sa carrière politique. Puisque même s'il voudrait revenir, il aura du mal à se faire pardonner par les Congolais qui l'ont vu côtoyer, sympathiser avec les gens qui commettent des crimes à l'est de la République démocratique du Congo. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est revenir à son discours, bien sûr, mais voir les réactions des Congolais. Après son adresse à la nation vendredi soir, on a suivi les réactions des Congolais. C'est ce qui nous intéresse, les réactions des Congolais. On a vu d'ailleurs Patrick Mouyaya, le porte-parole et ministre de la Communication, a été interrogé là-dessus. Et selon lui, Joseph Kabila est un homme du passé qui n'a plus rien à proposer à l'heure actuelle. Le président Kabila est un homme du passé. Et un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir parce qu'on a vu sa première sortie d'abord dans le Sunday Times en Afrique du Sud, où il a porté son soutien à un mouvement qu'il a lui-même combattu comme président. C'est un ensemble de contradictions qui ressortent, mais bon, nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous afférons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Et les plus importants pour nous, comme gouvernement, c'est de nous assurer que chaque jour, nous avançons. Évidemment, ce sont des mots très forts, mais qui correspondent plus ou moins à la réalité, puisque c'est ce que nous disions au début. Vouloir sympathiser avec la rébellion, évidemment, va faire en sorte que Joseph Kabila soit l'un des ennemis publics des Congolais. Et donc, c'était la réaction du porte-parole du gouvernement. Mais nous avons vu également d'autres réactions comme un certain Jean-Thierry Monesimpo qui, lui, a essayé de décortiquer le discours même de Joseph Kabila. D'abord, il a essayé de dire, d'expliquer pourquoi Joseph Kabila a voulu intervenir.
Je voulais vous parler un tout petit peu par rapport à cela de l'héritage dont a bénéficié le président de la République, Félix Tshisekedi. Car Joseph Kabila, dans son allocution, a voulu effacer l'histoire. Mais nous, peuple, on a la mémoire. Ce que l'ancien président n'a pas dit, c'est que les larmes de la partie est de notre pays ont coulé sous son règne. Non pas comme un accident, mais comme le fruit d'un calcul politique froid et cynique. Parce que nous nous posons des questions. Qui a intégré Bosco Ntaganda dans notre armée comme général, mais qui ensuite a revendiqué la nationalité rwandaise à la CPI? Qui a fait de Laurent Nkunda général de notre armée après qu'il ait participé à la guerre de 6 jours aux côtés des forces rwandaises, cette guerre qui a endeuillé nos compatriotes de Kisangani? Qui a permis à Sultani Makenga de redevenir en force militaire grâce à un accord de paix fictif? Qui a permis des atterrissages nocturnes à Rutshuru, Bunagana, pour ravitailler les terroristes en armes, munitions, hommes et en stratégie? On se souviendra très bien que sous la présidence de Joseph Kabila, le territoire congolais avait été fragmenté en zones d'influence mafieuse, dans l'Est surtout. Des officiers étrangers opéraient au cœur même de notre armée grâce à des mixages, brassages et mélanges alambiqués afin de placer le champ rançon dans le fruit. Et grâce à cette alchimie, l'Est du Congo est devenu un désert diplomatique et un abattoir silencieux. Et aujourd'hui, il ose se présenter en sauveur. C'est de l'impudence absolue. Car la stratégie montée était en 3 phases. Première phase, déstabilisation de l'armée. Grâce à des mixages et à des brassages, notre armée a longtemps été affaiblie, avec des militaires à solde faible et aucune loi de programmation militaire. Et dans l'entretemps, le M23 a été renforcé en hommes, logistique et financement. Les relais, les anciens réseaux du pouvoir qui aujourd'hui veulent redevenir les sauveurs de la RDC. L'objectif était simple, prendre Goma, Bukavu, ensuite Kisangani et le Haut-Katanga. S'aimer le chaos et forcer l'État à s'agenouiller. Comme ça n'a pas marché, il fallait la phase 2. Mener une guerre psychologique. Attaque médiatique. Désinformation. Démoralisation des troupes. Faire croire en l'échec de l'État. Amplifier les défaites de notre armée. Saper la confiance populaire. Attiser le séparatisme et le tribalisme. En instigant que certaines tribus ou certaines ethnies de notre pays étaient stigmatisées sur le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et enfin, comme tout cela n'a pas marché, la récupération politique. C'est ce qui s'est passé hier. Si nous essayons de voir ce qui se passe au Congo, mais également dans la région, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger, de se demander pourquoi Joseph Kabila a tenu à s'exprimer publiquement et à dire ce qu'il a dit et à déclarer officiellement qu'il allait se rendre à Goma. Goma qui est maintenant occupée. C'est une ville contrôlée par l'armée rwandaise. Et donc, s'il va à Goma, c'est d'abord parce qu'il va passer par le Rwanda et puis qu'il va être protégé par le Rwanda et c'est le Rwanda qui va assurer sa sécurité. Bien évidemment, c'est une façon d'affirmer haut et fort que lui est protégé par le Rwanda, que tout ce qu'il a fait dans le passé, et il le faisait pour le compte des Rwandais. C'est ce que disait justement c'est ce que disait justement cet analyste congolais qui disait que dans le passé, Joseph Kabila
a collaboré avec le gouvernement rwandais pour déstabiliser son pays. Et maintenant, justement, pourquoi est-ce que maintenant, après la levée de son immunité parlementaire, il a tenu à se rendre dans cette partie de l'Est du pays? Si on essaie de voir, c'est qu'il savait qu'il n'avait plus rien à sauver. L'immunité parlementaire levée, d'ailleurs, il vit en exil depuis bientôt 2 ans. Ça veut dire, en réalité, il n'avait plus rien à sauver. Il fallait qu'il bouge et qu'il se montre proche des rebelles. Non pas qu'il pense que la rébellion va gagner, mais peut-être pour essayer d'avoir une place autour de la table de négociation. Vous savez qu'il y a des pourparlers qui se déroulent à Doha entre la rébellion et le gouvernement de Kinshasa, et il y a des pourparlers qui sont en passe d'être signés, d'ailleurs conclus, qui se déroulent à Washington entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Et donc, Joseph Kabila essaie d'avoir une place autour de cette table de négociation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il essaie, même si peut-être il avait une place autour de la table de Doha, il pourrait essayer d'avoir des propositions. Vous savez, il a fait des propositions pour rétablir la situation dans le pays. Il a fait un plan en 12 points, d'ailleurs qui a été balayé par le ministre Patrick Muyaya. Mais ça veut dire en réalité qu'il essaie de revenir, d'avoir des propositions concrètes, mais en essayant d'avoir de la place dans les négociations qui sont en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous savez, à Doha, d'après certaines indiscrétions, des conditions qui ont été posées sur la table par les rebelles figurent une demande d'amnistie pour les gens liés à la rébellion qui ont été traduits en justice par la justice congolaise. Donc, par exemple, celui dont nous parlions récemment, Eric Ngouba. Ça veut dire des gens qui ont été condamnés par la justice congolaise pour avoir des liens avec les rebelles. Et les rebelles, justement, demandent qu'ils soient amnistiés. Et maintenant, Joseph Kabila, dont l'immunité vient d'être élevée, il pense peut-être que s'il va à Doha, la demande d'amnistie le concernerait également. Ça veut dire qu'il y aura peut-être une clause, une condition, une exigence de la part de la rébellion qui exigerait que Joseph Kabila ne soit pas traduit devant la justice. C'est peut-être ce qu'il espère. Je ne dis pas qu'il va obtenir, mais il espère. Donc, en se rendant à Goma, ce n'est pas pour rien. Il va discuter d'abord, déjà, je sais qu'il a déjà discuté avec les autorités rwandaises et des responsables rwandais. Il est toujours en lien avec les responsables du gouvernement rwandais, surtout de l'armée rwandaise. Et donc, il va à Goma, non pas pour voir ce qui se passe seulement, mais pour essayer de discuter, poser aussi sur la table ces exigences qui vont être reprises par les rebelles qui vont dans les négociations de Doha. Ça veut dire qu'il y a des exigences. Les 12 points qu'il a proposés, d'ailleurs, qui sont plus ou moins ridicules les uns que les autres. Mettre fin à la dictature, comme si au Congo, il y avait un gouvernement dictatorial, mettre fin à la guerre, sans dire comment la guerre allait prendre fin. Donc, ces 12 points, en fait, qui sont plus ou moins ridicules. Mais il va quand même avoir des propositions à mettre sur la table. Et c'est pour cela qu'il va à Goma. Et pour lui, son avenir passe par la rébellion.
ce qui est quand même très dommage. Quelqu'un qui a été chef de l'État pendant 18 ans espérait revenir dans la politique de son pays en passant par la rébellion, s'apprête à sourire. Mais c'est quand même très grave et très dommage. Donc, Joseph Kabila essaie de passer par cette porte de la rébellion pour essayer de revenir sur la scène politique de son pays. Mais je pense, comme le disait Patrick Mouyaya, que cette fois-ci, il ne réussira pas. Il ne reviendra pas, puisque d'abord, il s'est attiré la colère de ses compatriotes, qu'il a fait des fautes. Ce n'est même pas une erreur. Il a commis une faute grave en voulant se montrer très proche de la rébellion. Il aurait peut-être dû déclarer publiquement qu'il ne soutient pas la rébellion. Mais lui, il va plutôt s'afficher aux côtés des responsables de la rébellion, ce qui, pour les Congolais, est impardonnable. Et d'ailleurs, on lui reproche, dans son allocution de vendredi soir, de n'avoir jamais osé condamner l'agression du Rwanda. Il n'a pas cité. Il n'a pas cité le Rwanda comme responsable de la déstabilisation à l'est de son pays. Il s'est contenté de dire que pour lui, l'intangibilité des frontières, la souveraineté nationale ne sont pas négociables. Et ça ne suffit pas. Il aurait dû déclarer fortement qu'il condamnait l'agression rwandaise. Là, il aurait été compris. Et il n'a pas osé. Pourquoi? Il n'a pas osé, justement, il ne voulait pas se fâcher avec le Rwanda, alors que, justement, il allait se rendre à Goma en passant par ce pays qui va lui donner la sécurité dont il a besoin pour se rendre à l'est de son pays. Mais comme disait Patrick Moya justement, Joseph Kabila est un homme du passé. En voulant revenir sur la scène politique, il a choisi la voie qui n'est pas la plus appropriée, mais plutôt qui est susceptible de mettre fin définitivement à sa carrière politique. Et je pense qu'il ne va pas échapper à la justice maintenant qu'il ne joue plus de cette immunité qui a été levée jeudi par le Sénat. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.